mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous parlons d'un classique de la littérature française. Nous parlons des Misérables de Victor Hugo. Mais nous parlons en l'occurrence de Jean Valjean, qui est le personnage principal de l'œuvre, ou plutôt l'un des personnages principaux de l'œuvre. Bien qu'il soit un personnage fictif, je demeure persuadé qu'il y a un Jean Valjean dans la réalité de chaque continent, de chaque pays et dans chaque ville. Des gens qui vivent à l'ombre du bonheur, comme si pour eux, il n'existe pas. Aujourd'hui, je m'adresse à vous. Je vous parle à vous, que vous soyez homme ou femme. Si vous pensez être Jean Valjean, cet épisode est le vôtre. Asseyez-vous et sachez que quelque part, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui reconnaît vos peines et vos souffrances. Aujourd'hui, je vous offre mon cœur. Je n'ai pas pitié de vous. Je vous dis juste que vous êtes ce que très peu de personnes peuvent être. Si vous subissez une douleur après l'autre, une humiliation après l'autre, une larme après l'autre, eh bien, sachez que vous êtes vu, que quelqu'un vous voit. Une fois dans un épisode précédent, j'ai mentionné le personnage de Jean Valjean. Je ne sais plus dans quel épisode exactement, mais j'en ai brièvement parlé. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accorder une attention particulière à ce personnage parce que le jour où j'ai fini de lire ce livre, je me suis senti commotionné. Je me suis senti remué au plus profond de mon être. J'ai senti mon âme trembler et vaciller d'une manière particulière. Alors pour une deuxième fois, j'ai relu ce livre d'à peu près 1650 pages. J'ai senti la cafardise des Thénardier, la colère de Jean Valjean, sa frustration et l'impuissance de Fantine. À ce moment, je me suis rappelé pourquoi la littérature est un art humain plutôt qu'un art littéraire. Pour cette raison, j'ai voulu partager avec vous ce moment. Non pas parce que c'est personnel, mais parce que je suis certain qu'en ce moment, certains d'entre vous vivent des atrocités que le monde extérieur ne comprend pas. Si c'est votre cas, eh bien, détendez-vous. Vous n'êtes pas seul. Je cite. Donc il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine? Tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Hauteville House, 1862. Le petit texte que je viens de citer est la préface du livre en lui-même. Ce livre, Les Misérables, est un livre que j'aime particulièrement malgré sa longueur, parce qu'il dépeint
une réalité tangible, une réalité à laquelle beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Les Misérables met notamment en évidence des vies de 3 personnes qui se sont emmêlées à un certain moment. Il s'agit de Jean Valjean, dont nous parlons dans cet épisode, puis de Fantine, dont nous parlerons dans un épisode prochain, puis aussi de Cosette, la fille de Fantine. Ces 3 personnages seraient certainement reconnus par ceux qui ont lu l'histoire comme les misérables dont il est vraiment question. Déjà, qui est Jean Valjean? Et pourquoi son histoire me touche-t-elle autant? Le personnage de Jean Valjean a été introduit dans le texte de Victor Hugo d'une manière délibérément avilissante. Il a été décrit comme une personne qui semble avoir marché sur une longue distance et pendant très longtemps. On a décrit son habillement comme vieux et usé. Malgré tout cela, il portait en lui une sorte de dignité qui ne semblait avoir d'égal que la taille même de cette misère. À l'entrée de la ville de Digne, il s'était rendu à une taverne pour se restaurer et chercher gîte. Le teneur de cette taverne avait refusé de l'accommoder parce que ce dernier avait découvert que Jean Valjean était ce qu'on appelait à l'époque un ancien forçat ou un bagnard ou un galérien. Rappelons que l'époque ici, c'est le début des années 1800 et en l'occurrence en l'année 1815. Cette année est justement l'année où semblait s'achever le règne du grand Napoléon, celui qu'on appelait l'usurpateur. L'homme qui est devenu l'empereur de la France contre toute attente. Son élévation, son règne et ses différents exils ont fait de la France une société particulièrement à cheval sur les étiquettes. On essayait de savoir à cette époque qui dans la société française était fidèle à Napoléon ou à Louis XVIII. Cet état de choses créa dans la société un état d'alerte où la plupart des gens à la mise un peu étrange étaient automatiquement jugés, catalogués et investigués. Et c'est dans cette optique que le teneur de la taverne a fait investiguer Jean Valjean quand il est venu demander à manger et agiter pour la nuit. Comme il s'en doutait bien, Jean Valjean avait un passeport jaune. Le passeport jaune, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un document qui est délivré à ceux qui avaient servi une peine de travaux forcés. Ce document faisait des aliénés, des gens qui sont entrés dans une société à laquelle ils ne sont pas censés appartenir. Une fois que vous avez été au bagne, vous n'êtes pas censé en ressortir et redevenir un citoyen respectable. Aussi, Jean Valjean, à cause de son passif, a été renvoyé par le tavernier. Au bout de sa promenade, il est tombé sur une marquise qui lui a conseillé d'aller frapper à la porte de l'évêque de Digne, celui qu'on appelait le Monseigneur Bienvenu. L'évêque de Digne, le Monseigneur Bienvenu, était à ce moment la seule personne qui eût tendu la main à Jean Valjean quand tout le monde l'avait rejeté. Parce qu'il était bagnard, l'évêque de Digne lui avait ouvert le cœur quand tout le monde lui avait même refusé un gîte. Le péché principal des humains est d'autant plus facile à commettre parce qu'il ne figure qu'à mot couvert parmi les commandements de Dieu. Il n'est point un endroit où il est dit expressément de ne pas le commettre. Alors, les humains le commettent. Ils jugent
les autres humains sur leurs faiblesses, sur ce qu'ils pensent être, des péchés qu'eux-mêmes ne peuvent jamais commettre, reléguant ainsi la dignité du prochain à l'arrière-garde d'une locomotive qui semble se diriger en enfer. Les humains, fous et fiers, intolérants, se permettent le droit de juger les autres humains sur certaines fautes, simplement parce qu'ils ne les ont pas encore commises eux-mêmes. C'est dans ce genre de société-là que Jean Valjean a été libéré. Elle, le prenant pour un loup, parce qu'il revenait de là où on affame des brebis, et lui, la prenant comme une louve contre laquelle il devait se défendre parce que justement, elle n'a pas eu pitié de lui quand il a commis la faute. Ce soir-là, à la table de l'évêque, qu'il avait reçu et traité comme un homme plutôt que comme un animal, une chose s'était cassée en lui. Le trouble s'était saisi de lui. Comment avait-il pu l'appeler Monsieur Jean Valjean alors que tout le monde le traitait comme un chien? Comment avait-il pu lui offrir un dîner respectable dans un couvert en argent malgré son indigence alors qu'il avait été chassé partout ailleurs? Comment avait-il pu offrir un drap blanc et un lit confortable alors qu'il n'avait dormi que sur du bois pendant les 19 années précédentes? Comment avait-il pu le traiter avec respect, décence et admiration alors que jusqu'à ce moment, l'on ne l'avait traité que comme un sous-homme? On avait cessé de l'appeler par son nom et il était devenu juste un numéro perdu dans le système. Le numéro 24601. De toutes les époques que l'humanité a traversées jusque-là, il est des humains qui ont tellement souffert que même leurs âmes arrivent à en oublier qu'ils méritent l'amour, le respect, la bienséance, la tolérance et les joies de la grandeur. Alors, quand on les leur donne, leurs âmes sont confondues, courroucées, confuses, étonnées, surprises. Il s'y fait du remous. Et subitement, ces humains ne savent plus s'ils doivent continuer d'en vouloir à la vie pour leur souffrance ou remercier la Providence pour le feu qu'on essaie de leur allumer dans le cœur. Ce soir-là, dans son lit, un lit bien douillet, depuis 19 ans, il était consumé par cette douleur que la plupart des gens ne connaissent pas. Cette douleur qui tourmente non seulement le cœur et le corps, mais qui offusque l'âme dans sa nudité et la rend petite et fragile. Cette douleur qui rudoie les plus forts. Nombre de choses se passaient dans l'âme de Jean Valjean cette nuit. Alors il se leva de son lit, bien douillet. Il entra dans la chambre du prêtre et eut envie de le tuer. Mais il se retint. Cependant, il déroba les couverts en argent que le prêtre avait fait sortir pour lui faire honneur. Pendant sa fuite, des gendarmes l'arrêteront et l'emmèneront chez le prêtre, qui, bien que volé, assurera que c'est lui-même qui a remis les couverts d'argent à Jean Valjean. Et cela, il le fera pour éviter à Jean Valjean de retourner en prison en tant que récidiviste agressif. Plus tard, on verra Jean Valjean en train de se maudire dans un champ, honteux de son état. Le voilà servi, nourri, logé, couvert des plus grands hommages qu'un homme de sa condition pouvait rêver de recevoir. Et comment il remerciait le prêtre. Il risqua de peu de l'assassiner. Il le volait. Et lui, en retour, il avait encore la bonté de lui éviter la prison. Et, en surplus, il lui laissa les couverts. Arrêtons-nous un moment pour dire ici pour quelle raison Jean Valjean avait été envoyé au secret à la base. En 1795, Jean Valjean avait 25 ans.
toute sa famille avait péri déjà. Il ne lui restait que sa sœur aînée, qui avait 7 enfants. 7 enfants dont il est devenu père par procuration. Nous ne disons pas ici qu'il y eut une chose contre nature qui se passait entre lui et sa sœur. Nous disons qu'il s'était retrouvé à défaut à faire face aux besoins des enfants de sa sœur. Il n'avait pas de compagne, parce qu'il n'avait pas de temps pour cela. Il travaillait comme émondeur. Je précise ici qu'un émondeur, c'est un ébrancheur, une personne qui débarrasse les arbres des branches mortes. Donc, Jean Valjean était émondeur dans son canton. Pendant un certain hiver très rude de cette époque, Jean Valjean n'avait pas pu trouver du travail. Il ne pouvait donc pas nourrir sa sœur et les 7 gosses à sa charge. Il les observait se plaindre et souffrir de faim. Un jour, alors, il décida de faire l'impensable. Il alla casser la vitrine du boulanger dans son quartier pour voler du pain. C'est ainsi qu'il se retrouva en prison. Notons que ce pain, il le destinait à nourrir les bambins de sa sœur. La justice des humains, étant sourde à ces choses-là, le condamna à 5 ans de bagne. Comme certains l'ont certainement expérimenté, eh bien, la frustration, la rage et la colère du maltraité rendent parfois idiot et irréfléchi. Dans cette gourderie causée par la douleur infligée par l'injustice du système, Jean Valjean essaiera de s'évader de bagne 3 fois de suite. Ces attentats étant vains, sa peine se rallongera à chaque fois, portant sa peine initiale de 5 ans à une peine totale de 19 ans. Le remuement émotionnel que Jean Valjean a subi du fait du comportement que le prêtre a eu à son égard ont causé qu'il ait voulu changer de vie. On le verra plus tard dans un chant en train de subir ce que le spiritueux aguerri pourrait appeler l'alchimie intérieure. Surtout après les démêlés qu'il a eus avec le petit Gervais dont il a volé 40 sous sans vraiment s'en rendre compte. L'alchimie de l'être est un processus de transformation intérieure caractérisé par une souffrance émotionnelle très profonde. Cette souffrance est généralement due au fait de l'âme qui se débat contre sa nature primaire, la nature à laquelle elle a été attachée jusque-là. Si c'est une âme qui est habituée à faire de mauvaises choses et qui décide finalement de prendre un chemin juste, cela ne se fera pas facilement. Cette personne subira une alchimie intérieure. Nous parlons de cela dans un autre épisode. Cependant, comprenez que Jean Valjean traversait cette période-là d'alchimie intérieure. Comme référence, nous pouvons citer le prince Zuko. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le prince Zuko est l'antagoniste principal de Aang, le dernier maître de l'air, l'Avatar. Le prince Zuko, pour faire honneur et retomber dans les bonnes grâces de son père, qu'il a banni pour son inutilité, a décidé de lui ramener l'Avatar. Et il était prêt à tout pour y arriver. Au fond, Zuko n'est pas une mauvaise personne, mais son jeune âge, son manque d'expérience et le rejet de son père lui ont fait prendre de très mauvaises décisions. À un certain moment de sa vie, tout comme Jean Valjean, il s'est retrouvé au carrefour du choix. C'est ce même choix-là que Jean Valjean devait faire. Jean Valjean a finalement fait ce choix. Il a finalement fait le choix d'abandonner la casaque rouge, l'habit de prisonnier, qu'il revêtait toujours intérieurement.
sa haine contre la société qu'il a abandonnée pour un pain. Et il a décidé de devenir Monsieur Madeleine, le riche et honnête commerçant qui aide et offre sans compter, qui passe le restant de sa vie à faire du bien autour de lui, à sauver des âmes et à nourrir des bouches. Jean Valjean, devenu Monsieur Madeleine, c'est le grand homme qui se fout de la charité. Parce que la charité pour lui, c'est une expiation éternelle des fautes qu'il a commises, celle pour laquelle la société l'a reconnu coupable, mais encore plus celle pour laquelle il s'est reconnu lui-même coupable. Jean Valjean, c'est à la fois le juge et le jugé, le coupable et l'innocent, la brute et le fleuri, le galant homme et la bête féroce. Monsieur Madeleine est l'édifice, un édifice basé sur l'architecture de base fait de Jean Valjean, un Jean Valjean pétri par la douleur, l'insanité, la maladie de l'âme, cette maladie qui est plus prompte à emmener vers la mort que celle du corps. Monsieur Madeleine n'aurait pas pu exister sans avoir été Jean Valjean, car nous verrons plus tard, à mesure que l'œuvre évolue, à quel point Monsieur Madeleine se battrait corps et âme pour défendre Cosette alors qu'il était traqué par l'inspecteur Javert. Il a été Jean Valjean et il est devenu Monsieur Madeleine. Ces deux identités lui ont permis chacune de vivre différemment. L'une dans l'infamie et l'autre dans la dignité. Mais à la fin, nous nous sommes rendus compte que l'humanité a une qualité unique qui est celle de l'ignorance. Une ignorance aggravée justement par ce manque de jugeote criard qui lui permet de rejeter des êtres humains, membres même de sa colonie, sans daigner se questionner sur le mal que celui-ci ressent. Il est là le problème de la société. Les gens blessés blessent les gens. L'humanité juge ses membres les plus blessés sans chercher à reconnaître vraiment comment elle les a blessés à la base. Ce que nous accomplissons de meilleur dans la société, c'est de juger tout le monde et surtout de remarquer les erreurs et les péchés de tout le monde parce que ces gens ont commis des erreurs différentes des nôtres. C'est toujours le cas. Nous sommes tous des pécheurs, tous autant que nous sommes. Nous ne sommes pas différents dans cette voie. Le problème, c'est que nous avons simplement commis des péchés différents. C'est ce qui fait que certaines personnes parmi nous se croient meilleures que les autres. Parce que les péchés qu'ils ont commis sont différents des péchés des autres qu'ils jugent. Alors, ils jugent. Nous jugeons les prostituées parce que nous pensons que nous sommes des modèles de vertu. Nous jugeons les voleurs parce que nous pensons que nous valons mieux qu'eux. Nous jugeons même Dieu parce que nous nous disons, pauvres mortels insolents que nous sommes, que nous pouvons gouverner le monde mieux que lui. Une fois, il y a quelques années, juste au moment où j'arrivais aux États-Unis, j'étais dans un supermarché en train de faire des emplettes quand j'ai aperçu pour la toute première fois un ex-prisonnier. Et quand je dis un ex-prisonnier, c'est quelqu'un qui a réellement été en prison. D'accord? Parce que ici, il y a deux sortes de prisons. Il y a la prison comme étant un endroit où on enferme des gens récalcitrants qui sont simplement en train de commettre quelques délits mineurs. Et c'est ça qu'on appelle jail. Mais ensuite, il y a l'autre forme de prison. La prison dans laquelle on enferme
les gens qui sont considérés comme des délinquants de haut vol. C'est ça qu'on appelle prison. Cela correspondrait certainement à la prison civile en Afrique ou dans un autre pays qui a ce même système-là. Alors, il avait au pied un bracelet électronique et il avait des tatouages partout sur le corps, même sur le visage. Sans m'en rendre compte, je l'ai jugé automatiquement. Je me suis méfié de lui. Il a remarqué dans mon langage corporel que je me suis mis sur la défensive. On ne s'est pas parlé, on était juste dans le même rayon au même moment. Il m'a souri d'un sourire innocent et m'a fait un salut de la tête. Malgré que moi je le toisais, c'est-à-dire je lui lançais un mauvais regard. Mais lui, tolérant de mon ignorance, il m'a fait un salut de la tête. Ce jour-là, je suis rentré chez moi avec une impression de dégoût profond. Certes, je ne l'ai plus jamais revu après ça. Un an plus tard, je me suis retrouvé dans un cadre professionnel à être obligé de travailler avec un autre type de cette sorte-là, tatoué avec un bracelet électronique au pied. Cette fois-ci, j'ai eu la décence de lui demander ce qu'il avait fait pour se retrouver en prison. Il m'a répondu qu'il a été reconnu coupable d'avoir porté sa main sur une femme. Alors là, je me suis rendu compte qu'on pouvait se retrouver en prison pour absolument n'importe quoi. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir frappé une femme, mais je dis juste que beaucoup de personnes pensent qu'il faut être un brigand d'un certain acabit, un brigand de très grand chemin pour se retrouver en prison. Ce qui n'est pas le cas. Alors nous jugeons sur les apparences et nous oublions l'histoire. Ce jour, j'ai décidé que je ne jugerai plus, ou du moins que j'essayerai de ne plus juger. Aujourd'hui, je suis ami à un type qui a fait 10 ans de prison pour un braquage à main armée. Il est resté au secret, c'est-à-dire en prison, pendant 10 ans. 10 ans de prison pour avoir braqué quelqu'un pour une somme de 1 500 $. Étrange, n'est-ce pas? Un jour, je l'inviterai sur ce podcast et il vous racontera son expérience par lui-même. Mais ce sera en anglais. Parce qu'il est un black américain, je vais certainement sous-titrer l'épisode et le mettre sur ma page YouTube qui est iSpod si vous ne le savez pas. La toute première femme que j'ai fréquentée ici, je l'ai d'abord jugée parce que justement elle avait des tatouages partout, à des endroits où l'on ne pense pas ces choses-là possibles. Si elle n'était pas métisse, on ne verrait même pas son corps. Pourtant, son apparence ne reflétait en rien ses valeurs morales. Le jugement que nous portons sur les gens dans notre entourage, nous portons ce jugement généralement parce que, quelque part au fond de nous, nous craignons que des humains soient meilleurs que nous. Parce que nous seuls connaissons quelles sont nos fautes. Et pour se débarrasser de cette culpabilité, nous essayons immédiatement de trouver des gens sur qui porter des jugements pour nous sentir mieux, plus légers et plus fiers de nous. Ce que j'aimerais partager avec vous ici, messieurs, eh bien, c'est deux choses. D'abord, vous, en tant qu'homme dans votre société, dans votre communauté, que le jugement hâtif ne soit pas votre marque de fabrique. Comprenons, et ceci je le dis à moi-même également, donc comprenons la douleur des gens avant de chercher à voir comment et pourquoi ils agissent comme ils agissent. En tant qu'homme, ne jugez pas, car le jugement, c'est le mélange de nos propres émotions.
d'accord, que nous faisons avec ce que, de notre perspective de saint, nous pensons être correct. Le pire et le plus ironique de l'histoire, c'est que les jugements sont injustes et nous ne faisons aucun bien à la société en traitant injustement des gens qui se sentent déjà mal. Tout ce que vous faites à ce moment, c'est les renforcer dans l'idée que tout le mal qu'ils font, ils le font, t'as raison. La deuxième chose est que nous sommes dans une société dans laquelle beaucoup de personnes souffrent énormément. Comme ce jeune dont le suicide m'a ouvert les yeux sur mon rôle dans ma société. Regardez autour de vous. Regardez plus attentivement. Il y a des gens qui souffrent. Et pour ne pas être jugés en vain, eh bien, ils font de mauvaises choses qui méritent d'être jugées. Ils se disent, je sais qu'ils vont m'insulter, me juger, me traiter de mauvais. Eh bien, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Je vais me montrer méchant, assez méchant pour mériter leur jugement. Et là, ils font comme Jean Valjean. Ils se disent, si l'on veut être mauvais, il faut que l'on soit vraiment un monstre. Alors, soyons monstres. Messieurs, nous sommes tous comme des fleurs. Il n'y a pas de mauvais hommes en réalité. Il n'y a pas de mauvais humains en réalité. Il n'y a que de mauvais jardiniers. Quand on néglige les humains autour de nous, alors qu'on peut les aider à devenir meilleurs, le résultat est qu'ils deviennent de mauvaises herbes. Et en ce moment, on les juge et on les met à mort. Vous rappelez-vous du moment où Will Smith a giflé Chris Rock? Nous l'avons tous jugé. Il s'est retrouvé tout seul face au monde entier. Et si je vous disais qu'il subissait une alchimie intérieure, me croiriez-vous? Bref, ce n'est pas important. Ce que je tiens à vous dire, messieurs, c'est que je vous laisse simplement à ces pensées. Et je vous reviens la semaine prochaine avec Fantine, une autre des Misérables de Victor Hugo. Je sais que nous ne pouvons pas tous être l'évêque bienvenu. Car même moi, il serait difficile que je reste tranquille pendant que quelqu'un essaye de me faire du mal délibérément. Mais nous pouvons tous essayer de regarder la vie de la perspective du méchant, une fois en passant, juste pour voir ce qu'on découvrirait, juste pour voir si nous étions à la place de cette femme que nous traitons de prostituée, si nous avions peut-être un enfant, pas de soutien, absolument aucune option, est-ce que nous ne ferions pas la même chose par hasard? Posez-vous cette question et vous seriez étonné de la réponse que vous trouveriez. Essayons de comprendre si nous pouvons. Car le méchant, c'est juste parfois une personne qui a tant souffert qu'elle est devenue aveugle et sourde à la souffrance de l'autre. Cependant, tous les méchants ne méritent pas qu'on les comprenne. Tous les méchants ne méritent pas la clémence. Personnellement, eh bien, je sais que dans le monde, il y a des gens que je n'aime pas beaucoup. Des gens qui sont encore vivants uniquement parce que je suis trop beau pour la prison. Aussi, je suis utile au dehors. Donc, je ne les tue pas, c'est tout. Je ne suis pas censé propager la violence ici sur mon podcast. Mais bon. Moi, on m'appelle Ice. Et ici, c'est le Ice Pod. Je vous remercie.